De news ce soir, l'actualité politique ivoirienne est secouée par une affaire qui interroge au plus haut point la garde à vue du député Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDC RDA, qui aujourd'hui même a été placé sous mandat de dépôt selon plusieurs médias. Convoqué, auditionné puis placé en garde à vue alors même que son avocat dénonce une violation flagrante de son immunité parlementaire. 11 chefs d'accusation parmi les plus graves du code pénal sont retenus contre lui. Les actes terroristes, appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, incitation aux mesures, pour ne citer que ces chefs d'accusation. Des accusations que la défense qualifie de disproportionnées, de faussage de la loi et même de précédents dangereux pour la démocratie parlementaire. Alors, simple application stricte de la loi, instrumentalisation de la justice ou rupture dans l'équilibre fragile entre pouvoir politique et judiciaire. Nos consultants sont là ce soir pour analyser cette actualité. Et puis, dans la seconde partie de notre émission, nous aurons une interview avec l'honorable Kanigui Mamadou Soro. Il est candidat RHDP aux législatives du 27 décembre prochain dans les circonscriptions de Kanaroba, Nafoun et Sirasso, commune et sous-préfecture. C'est dans une quarantaine de minutes. Mais avant, place à la première partie avec nos consultants. Docteur Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Arsène Anouma, analyste politique également. Et puis à droite, Valentin Zawi, sociologue, également expert en gestion des ressources humaines. Bonsoir, monsieur Zawi. Et enfin, quatrième consultant, Michel Betta, journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir, Michel Betta. Même moi, le bélier, pardon. Le bélier, pardon. Bien. Bonsour. Alors, on commence par vous, Michel Betta. On se demande, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, sur quoi repose exactement la légalité ou l'illégalité de cette garde à vue qu'on a vue hier? Vous savez, avant que les juristes qui maîtrisent un peu plus le droit se prononcent, moi, je veux m'appesantir un peu sur ceux qui, jusqu'ici, se posaient la question pourquoi le président Tiama reste hors du pays. Il a parlé de menaces sur sa sécurité et la venue du porte-parole du PDC vient de lui donner encore plus raison. Parce qu'il y a combien de jours il est rentré et pour les faits, tu n'as même pas complété tous les faits pour lesquels on le poursuit. On dit vol, que Bredoumi a volé. Bon, moi-même, je dis, bon, ça, c'est du fait des juristes, ils vont se prononcer. Mais nous, pour ce qu'on observe, c'est trop gros. C'est trop gros et ça nous fait craindre un peu cette dérive autoritaire qu'on avait dénoncée depuis toujours. On fait, je ne sais pas si on te comprend, mais on fait semblant de donner à une contestation un caractère criminel. Parce que la contestation fait partie de notre constitution. Quelqu'un qui n'est pas d'accord peut contester certaines lois. Mais si contester te met dans une posture où aujourd'hui on t'accuse même de vol, d'atteinte à la sûreté de l'État, mais à quel moment Bredoumi a pu poser de tels actes? Nous sommes aujourd'hui dans un environnement, après avoir fait 11 morts, 1000 prisonniers, nous voulons encore, plus de 1000 prisonniers, disons, nous voulons encore en faire. Et chaque fois, c'est au sein de l'opposition démocratique que ces gens-là sortent. Bon, on se demande jusqu'à où ira le pouvoir RHDP, le pouvoir Ouattara, dans cette attitude de menace, dans cette attitude d'intimidation, dans cette attitude de vouloir bâillonner l'opposition. Bon, vraiment, aujourd'hui, moi, je suis sur ce plateau, mais vraiment, mon cœur est ailleurs parce qu'on se demande à quel moment ça va s'arrêter. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un effort de construction d'une nation, mais on scelle encore les gemmes de la division. On sème encore les gemmes de la frustration au sein d'une partie de la population. Et on fait semblant de ne pas voir ce qu'on est en train de s'aimer. Mais il ne faudrait pas qu'on soit étonné de ce qu'on est en train de construire. On est en train de construire une nation divisée. Une nation où la cohésion s'effrite, une nation où les clivages s'accentuent. Et ça, ce n'est pas fait pour nous aider, nous-mêmes qui sommes des acteurs essentiels de cet environnement politique. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'un jour, on tape du poing sur la table pour dire ça suffit. Ça suffit, trop c'est trop. Trop c'est trop, ça ne peut pas continuer ainsi. Mais on veut quoi? On ne veut pas d'opposition? Mais quand on ne veut pas d'opposition, quand on ne veut pas entendre la voix de l'opposition démocratique, on entendra une autre opposition et ça, là, ce ne sera pas la bonne. Et il faut que ça s'arrête. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Bien, docteur Daouda Ouattara, que vous inspire cette affaire? Un député qui était en garde à vue hier, aujourd'hui, selon plusieurs sources, on apprend qu'il est placé sous mandat de dépôt. Alors, cette question, bien ce sujet est relève purement du droit.
Mais comme moi, je ne suis pas un homme de droit, donc je vais l'analyser selon la Constitution, selon les articles 91 et 92, qui sont clairs et nets, qui sont écrits noir sur blanc pour que même le profane puisse comprendre. Et c'est à partir de ces deux articles-là que moi, je vais mener cette analyse. Alors, de mon point de vue, la détention du député de Tien-Kouakouro Kokomia est encaissée illégale, selon l'article 91, les articles 91 et 92. Cette détention est illégale, abusive et n'a pas droit d'être. Parce que selon l'article 91 de la Constitution ivoirienne, Constitution de 2016-2020, aucun député ne doit être arrêté, entendu, gardé à vue tant que son mandat est encore en cours. Alors, selon l'article 91, et je cite, « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Ceci dit, M. Brendoumi Soumaïla est un député de la nation et son mandat est encore en cours. Donc, ce n'est pas un individu lambda qu'on peut prendre le matin, l'entendre le soir, l'après-midi, puis bon, dans la soirée, il est en garde à vue. Il y a une procédure en la matière. Moi, je pense que la procédure n'a pas été respectée. Donc, il y a donc violation de la loi suprême qui est la Constitution. En deuxième lieu, il y a la violation de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire. Et ce n'est pas une première. Non, ce n'est pas une première. Mais ce n'est pas parce que ça s'est passé auparavant qu'on doit... Juste un rappel. Non. Ce n'est pas une première pour dire quoi? Non, c'est un rappel, ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire. Que quoi? Que Ce n'est pas une première. S'il vous plaît, on va se calmer. Non, mais c'est pas la Michel Beta. Est-ce que c'est s'il vous plaît, on ne parlera pas en même temps. Ce n'est pas intéressant du tout. Juste dire que ce n'est pas une première fois que nous voyons des députés gardés à vue. D'accord. Il y a plusieurs cas en Côte d'Ivoire. Non, quand vous le dites ainsi, c'est comme si c'était banal. Michel Beta, non, pas du tout. Parce que hier, lorsqu'on a été s'il vous plaît, même Michel Beta, on vous fait juste un rappel. Ce n'est pas la même manière. Il n'y a jamais eu des cas en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est un rappel, Michel Beta. Les dérives, ça se condamne. Les Bien dérives, sûr, ça se justifie ça pas. se condamne, mais ce n'est pas une première. Non, ce n'est pas une manière de justifier ça. Alors, docteur Dawada, allez-y. En deuxième lieu, il y a atteinte à l'immunité parlementaire. Comme je le disais tantôt, le député n'est pas un citoyen lambda. Le député, il est protégé. Et c'est ce qui fait de lui une personnalité dans un pays. Comme le souligne l'article 92, et je cite, alinéa 1, aucun membre du gouvernement ne peut, aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, arrêté ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Alors, il y a flagrant délit selon le droit, il y a flagrant délit lorsque on est pris sur le fait, ou bien plus tard, on nous prend avec des éléments. La clameur publique. Voilà, avec des éléments des faits, ou bien lorsque la clameur publique nous poursuit. Alors, dans le cas actuel, est-ce que l'honorable Brendoumi Soumaïla est pris dans un cas de flagrant délit? Si oui, qu'on nous le dise. À quel moment? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Que le parquet nous situe, que le parquet explique clairement à la population ivoirienne ce qu'a fait M. Brendoumi Soumaïla. Et j'ai entendu dire aussi qu'il a tenu des propos avant de sortir du pays. Mais pendant qu'il sortait du pays, ou bien avant qu'il ne sorte du pays, pourquoi est-ce que le parquet n'a pas engagé cette affaire? Pendant qu'il était hors du pays, pourquoi est-ce que ça n'a pas été engagé? Et que c'est maintenant qu'il revient qu'on engage cette affaire? Au fait, il y a beaucoup à dire. Donc, il faudrait que le parquet éclaire la lanterne des Ivoiriens pour que nous tous puissions comprendre ce qui se passe réellement. Parce que l'honorable Brendoumi Soumaïla est un député de la nation. Et nous savons tous qu'un député ne doit pas être pris comme un lapin dans son terrier. Il faut une procédure. Or, la Chambre à laquelle il appartient n'a pas donné l'accord pour qu'on l'arrête.
l'immunité parlementaire n'a pas été levée pour qu'on l'arrête. Alors, s'il y a flagrance délit, que le parquet nous explique clairement ce qui s'est passé pour que nous soyons tous au même diapason. Bien. Alors, pendant que nous enregistrons cette émission, le procureur n'a pas encore fait sa déclaration. Valentin Zawi, le PDCI parle de violation totale de l'immunité parlementaire. Est-ce que vous faites la même lecture? Oh, écoutez, je ne suis pas un expert du sujet parce qu'il s'agit du droit. Mais si on part du principe que, et la loi est claire, la Constitution, en son article 91, comme l'évoquait à l'instant Dr Ouattara, Dr Ouattara, pardon, Daouda, effectivement, quand on est député, on jouit d'une immunité parlementaire. Ça veut dire qu'il y a une sorte de protection, de sorte que voilà, le député, c'est un principe à valeur constitutionnelle qui le protège son indépendance par rapport aux deux autres pouvoirs, que sont le pouvoir exécutif et législatif. Et il y a également un élément, parce que le député, ça garantit aussi sa liberté d'expression pour tout ce qui est propos dits ou écrits, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Par contre, tout ce qui est propos outranciers, insultes, coups et blessures sur un collègue, propos tenus dans une interview ou un livre, ou ceux tenus lors de l'exercice d'une autre fonction, ça par contre, ce n'est pas pris en compte. Donc, alors, pour ce que j'ai compris, il y a une procédure pour lever l'immunité parlementaire d'un député. En ce qui concerne M. Brendoumi Soumaïla, il n'y a eu aucune levée, il rentre de voyage, il est donc convoqué, il est sous mandat de dépôt. On a compris qu'on dit qu'il avait été en flagrant délit. Comme vous l'avez dit jusque-là, le procureur n'a pas encore communiqué. On n'a pas forcément tous les éléments. Mais la flagrance, bon, on sait ce que ça veut dire aussi. Donc, ce qui est un peu désolant, et c'est un peu l'illustration de ce qu'on a vécu tout à l'heure, il y a quelques minutes sur ce plateau. J'ai le sentiment, mais même plus que le sentiment, la conviction dans ce pays, en fonction de là où on se situe, et je l'ai toujours dit à suffisance, on applaudit quand ça nous arrange et on condamne quand ça ne nous arrange plus. Et parce qu'on ne fait pas l'effort de défendre des principes dans ce pays. Mais on défend des causes, voire égoïstes ou partisanes, et on a du mal vraiment à s'en sortir. Parce que s'il y a eu un moment, le porte-parole du PDCI, on sort d'une séquence présidentielle où on a vécu tout ce qu'on a vécu, il y a eu des opinions qui ont été exprimées, il y a eu des choses qui ont été dites. Est-ce que pour cela, quelqu'un doit aller en prison? On peut se poser des questions. Mais en même temps, j'observe que le premier conseil de ministre que fait le président Ouattara après sa réélection, il donne instruction ferme pour que toutes les personnes, sans exclusive, qui ont plus ou moins été réfractaires à ce qu'ils souhaitaient, soient recherchées. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on continue une démocratie? Honnêtement, comme je dis toujours, pour le modeste partisan de la démocratie que je suis, parfois, je me pose des questions. Bien. Alors, Arsène Anouma, est-ce que pour vous, cette affaire s'inscrit dans une répétition d'événements? Et puis, le document, le communiqué du parti compare cette situation à une dérive totalitaire. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que si on part sur le principe premier, tel qu'il est mis par la Constitution, comme l'a cité le docteur, il y a des conditions qui sont liées à l'arrestation d'un député. Mais maintenant, ces mêmes conditions-là lèvent une exception. L'exception se trouve dans la flagrance de l'acte qui lui est reproché. Et précédemment... Et vous estimez qu'il y a flagrance? D'autres ont cité les conditions de la flagrance, mais il y a une condition, par exemple, où on dit le prévenu est trouvé porteur d'objets, armes ou documents faisant présumer sa participation à l'infraction. Trouvé porteur. Nous sommes tous ici contemporains de ce qui s'est passé avant l'élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle. Il y a eu 11 morts, il y a eu un officier de gendarmerie qui a été tué, il y a eu plus de 1000 personnes arrêtées. Moi, je ne pense pas que toutes ces choses graves, gravissimes qui ont eu lieu ne sont pas... personne n'est responsable de ça. Il y a des responsables. Et comme l'a dit M. Zawi, le président à l'issue du premier conseil des ministres, n'a pas donné instruction de poursuivre ceux qui sont allés contre sa volonté, mais il a donné instruction de rechercher et de trouver tous ceux qui sont responsables de tout ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas lui, sa personne, mais c'est des personnes qui ont posé des actes délictueux. On peut être député ne nous soumet pas à l'application de la loi.
un député n'est pas au-dessus des lois. Ce n'est pas parce qu'on est député, on a l'immunité parlementaire, qu'on va faire tout et n'importe quoi et se dire qu'on a l'immunité parlementaire, on ne peut pas être poursuivi. M. Valentin disait qu'en Côte d'Ivoire, on ne juge pas les principes, on juge selon. Mais aussi, je pense que la répétition des faits antérieurs permet d'éclairer l'actualité dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on fait comme si on a oublié qu'en 1999, il y a eu des députés qui ont été arrêtés au siège de leur parti, jugés, condamnés à 2 ans de prison ferme, sans que leur immunité parlementaire ne soit levée. Est-ce qu'il faut reproduire ce qui n'est pas légal? Non, je rappelle juste un fait. Je rappelle un fait pour dire que... Qui ne mérite pas d'être appelé. Si, ça mérite d'être appelé parce qu'en son temps... C'est un acte légal pour Non, en son temps... C'est pas une référence. En son temps, ceux qui ont posé cet acte-là, ils ont trouvé des justifications juridiques. Bien, Comme on en trouve aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a une justification juridique qui est là, qui permet que le député Brendoumi soit arrêté et mis sous mandat de dépôt. Maintenant, c'est une question juridique. Nous attendons, le procureur ne s'est jamais dérobé à son devoir. Et je sais que le procureur fera une déclaration dans laquelle il va situer tout le monde sur les raisons de l'arrestation et de la détention des députés. Ce qui n'est pas un fait anodin. Donc ça ne peut pas ne pas être expliqué. Donc le procureur expliquera pourquoi M. Soumaïla Brendoumi Traoré est détenu, est sous mandat de dépôt. Et le procureur, c'est quelqu'un de tellement sérieux que je ne pense pas qu'il ait arrêté le député Brendoumi de façon cavalière sans raison juridique. Parce que son conseil, le conseil du député Brendoumi, hier, lorsqu'ils ont fait la déclaration, ils ont dit qu'à l'issue de l'interrogation de l'officier, ils ont opposé à l'officier que le député, qu'il était député, que son immunité n'était pas levée. L'officier a fait référence, a référé à sa hiérarchie, et le procureur a envoyé un de ses adjoints. Et l'adjoint leur a fait comprendre qu'on était face à un cas de flagrance et que l'immunité du député ne jouait pas et que la procédure devait aller à son terme. Donc le procureur a certainement des motifs juridiques valables pour entamer la procédure. Et les jours qui viennent, nous serons éclairés sur les raisons juridiques qui ont prévalu à l'arrestation du député. Et moi, je ne doute pas que ces raisons-là soient valables. Michel Betta, est-ce que vous estimez que les institutions ivoiriennes, notamment la justice et l'Assemblée nationale, jouent pleinement leur rôle de contre-pouvoir dans cette affaire, comme demande le PDCI-RDA? Et puis, le parti de Brendoumi Soumaïla appelle les députés, toutes tendances confondues, à défendre l'immunité parlementaire. Jusque-là, on n'a encore rien entendu, à part la déclaration du PDCI. Oui, mais bien entendu, ça va venir. Il faut le dire. Vous savez, quand on assiste à ce genre de scène, il ne faut pas que quelqu'un se croie à l'abri pour penser qu'aujourd'hui, comme c'est lui qui est au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Et puis penser qu'il n'aura rien. Il n'aura pas de suite. Quand tu vois un peu les agissements de la justice, elle donne du gain à ceux qui pensent que la justice est inféodée au pouvoir. Parce que moi, ce que je déplore, c'est cette manière cavalière avec laquelle on veut intimider. Brendoumi vient de rentrer au pays. On lui avait donné déjà une convocation? Je ne pense pas. Avait-on déjà une plainte contre lui? Je ne crois pas. Si ça avait été, on lui a adressé ça. Une convocation déposée à la nom du parti, du PDCI. Non, je dis il lui avait déposé ça déjà avant son arrivée. Mais c'est dès qu'il arrive. Mais pourquoi lui déposer une convocation avant? On attend qu'il vienne, on lui adresse une convocation. Non, il est rentré au pays. Il est rentré, on lui adresse une convocation. Non, s'il te plaît. Même quand il n'est pas là, on lui adresse une convocation. S'il y a une plainte contre lui, s'il y a un... La justice n'est jamais pressée. Non, pressée de quoi? Donc, la justice n'est pas pressée. Pressée de quoi? Non, je veux dire quoi? Je veux dire, en fait, ça donne l'impression qu'on en avait après quelqu'un et que quand il rentre, on adopte une démarche cavalière pour l'emprisonner. Et je disais tantôt à ceux qui te demandaient toujours, mais pourquoi le président Tidjane Thiam est toujours à l'extérieur? Je dis, voilà une des raisons. Il a toujours dit que sa sécurité est menacée. Qu'est-ce qui peut arriver à Brendoumi quand il est en prison? Alors que Brendoumi, c'est une personnalité connue. On peut le mettre à la maison et puis il va être déjà, je dis, en résidence surveillée. On n'a pas besoin de le mettre à la MACA. On sait que les conditions de détention, comment c'est difficile en Côte d'Ivoire. Bon, bref, vous dites que... est-ce qu'il y a des détenus supérieurs à d'autres? Non, il n'y a pas une question de détenus supérieurs. Vous savez, quand tu as une possibilité
on peut te rencontrer à tout moment, on peut te voir, on sait que tu ne peux pas t'échapper, on te maintient dans une détention qui te permet de répondre à tes convocations à chaque fois. Beaucoup de détenus auraient voulu cette situation. Oui, mais je dis pourquoi? Parce que ça ressemble plus à de l'intimidation qu'à une volonté de justice. C'est ce que je veux faire remarquer parce que, en fait, quand on n'a pas de plainte contre lui depuis qu'il est là-bas, s'il avait posé un acte, on lui aurait déjà adressé une plainte et quitte à constater qu'il n'est pas là. Bien. Parce qu'avant de partir, il n'a pas dit à quelqu'un je m'en vais. Alors, Michel Bétain, Oui. est-ce qu'il y a réellement un vide juridique ou interprétation abusive, comme le dit Maître Blessy? Mais c'est flagrant. C'est flagrant. C'est pourquoi j'ai fait sortir ces éléments-là pour dire qu'en fait, on a constaté que dès qu'il est rentré, on le poursuit pour des faits qui n'avaient jamais été évoqués contre lui. C'est ça aussi qui est surprenant. Moi, j'aurais compris que si on avait des faits contre lui, on lui aurait adressé une convocation, on aurait constaté qu'il n'est pas là. Parce qu'avant de partir, je ne pense pas que Bredoumi soit venu devant le juge pour dire je m'en vais. Donc, si je ne suis pas là, attendez à mon retour pour me donner une convocation. Bref, pour dire qu'en fait, cette manipulation de la justice n'est pas faite pour crédibiliser notre justice. Et ça va nous donner... Moi, souvent, c'est ce que je dis. Je dis, tant qu'on fait comme ça, on donne l'impression que la justice est dirigée comme un bâton contre comme un camp au profit d'un autre. On ne va pas crédibiliser nos institutions et demain, quand on va poser des actes, tout le monde sera prêt à les contester. Il faut donner l'impression, il faut faire en sorte que nous soyons tous à l'aise devant cette justice que nous souhaitons qu'il soit juste pour tout le monde et non pas le bâton qui s'élève contre les autres et protège un autre camp. Valentin Zawi. Oui, juste réagir à ce que Michel vient de dire. Enfin, comme on a dit, on n'est pas des spécialistes du droit, mais j'ai cru comprendre que pour certains chefs d'accusation, il faut que ça soit exprimé à la bonne personne. Voilà, surtout quand ça relève de l'aspect criminel. Donc, ce n'est pas en l'absence de la personne qu'on va lui signifier ce qu'on lui reproche. Donc, ça peut peut-être aussi expliquer... ça peut peut-être aussi expliquer que... la question d'absence... Mais pourquoi délivrer une convocation non, la question d'absence, c'est un constat. Tu n'as pas dit, comme je t'ai vu en Europe, là, je sais que tu n'es pas là. Non, on t'adresse la convocation, c'est là on constate que tu n'es pas là. Mais sinon, on ne peut pas dire, comme tu es sorti du pays, je sais que tu n'es pas là. La justice ne se passe pas comme ça. Non, mais on n'en sait pas non plus trop. Donc voilà. pas non, plus, non, mais je dis que voilà, en fait, ça ressemble plus à une action cavalière contre quelqu'un qu'à une volonté de justice. Mais c'est l'impression que ça donne. Je dis que c'est l'impression que ça donne et c'est dommage. C'est pas seulement que moi qui le dis, même des juristes et non des moines, Maître Chrysostome l'a dit. Je n'ai rien inventé. Alors, il a dit quoi? Il a dit que c'est une démarche cavalière. C'est le même Maître Blessy qui a dit qu'on n'a pas besoin d'être si la liste électorale et on peut être éligible, alors que la Constitution dit autre chose. Donc, non, s'il te plaît, s'il te plaît, même ici a bien précisé sa pensée. Tu n'as pas suivi tout ce qu'il a dit. Tu ne peux pas lui prêter ses propos-là. Non, tu ne peux pas lui prêter ses propos-là. Non, tu ne peux pas lui prêter ses propos. Comme on n'est pas sur ce sujet, je ne vais pas m'attarder dessus. Moi, je dis pour l'instant, un avocat et non des moindres a fait remarquer que cette action qui est portée contre l'honorable... Un avocat du PDCI. Un avocat et non des moindres. Il défend des valeurs. Si vous pensez que demain, vous pouvez constater qu'il y a des personnes même du RDR ou bien du RADP que même Blessy peut défendre. C'est un avocat, ce n'est pas un avocat à la sorte d'un camp contre un camp. C'est un avocat. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il a fait remarquer les incohérences de cette convocation, les incohérences de ces actes-là, il faut en tenir compte et chercher à corriger au lieu de chercher à les justifier. Bien. Donc, dans Ouattara. Alors, moi, je vais aller dans un autre registre pour dire que le processus est irréversible en l'état actuel des choses. L'honorable Brendoumi Soumaïla est sous mandat de dépôt. Moi, je pense que c'est une situation qui ressemble à du déjà-vu avec Damana Picasse. Voilà. On reproche les mêmes charges qui ont été retenues contre Damana Picasse sont ces mêmes charges qui sont retenues contre l'honorable Brendoumi Soumaïla. À la différence que Damana n'est pas député. À la différence que Damana n'est pas député. Alors, ce qui diffère ici, c'est que Brendoumi Soumaïla est député de la nation. Sinon que ce sont les mêmes charges. Alors, dans les jours à venir, peut-être que son immunité parlementaire sera levée. Si peut-être que... Bon, peut-être... Pas de flagrant délit. Si on trouve que la flagrant délit... L'immunité parlementaire peut être levée lorsque le député est dans les liens de la détention. De la détention. Donc, on peut activer pas de flagrant délit, il n'y a plus de lever. Oui, si on trouve que la flagrant délit peut-être n'est pas suffisante, on peut lever son immunité parlementaire pour le condamner. Dans ce cas,
la balle sera dans le camp des populations de Tankese, Kokomia et Tienkwakoro pour le voter massivement pour qu'il soit réélu. Parce qu'en 2000, à Oumé, il y a eu un candidat qui était en prison, qui était candidat. Il a gagné et sa victoire lui a permis de sortir de prison. Et pour chuter rapidement, je vais dire que le PDCI est en train d'être rattrapé par le karma. Oui, le karma. Parce que la plupart... Non, tu parles de quand dit le karma, quand dit le karma, le PDCI est en train d'être rattrapé par son passé. Parce que la plupart des textes, même le texte fondamental de ce pays, la Constitution, le substrat a été rédigé dans les années 60, sous le règne du PDCI. Les lois organiques, la plupart des lois organiques ont été rédigées sous le règne du PDCI. Et la même loi qui a éliminé le président Tidjane Thiam a éliminé Denis Kobena en 1995. C'est la même loi qui a éliminé Denis Kobena en 1995. En 2000, cette même loi avait éliminé Ouattara. En 2000, cette même loi a éliminé le président Alassane Ouattara. Et en 2025, cette même loi élimine le président Tidjane Thiam, qui est le président du PDCI. Mais quand un texte a été rédigé sous votre houlette et que ça vient vous rattraper, vous devez avoir la décence d'accepter cette loi, de faire profil bas pour accepter la décision de l'institution du moment, pour ne pas... et non crier sur tous les toits, appeler les gens à casser, à brûler, à faire ceci, à faire cela. On doit avoir la conscience. On doit avoir la conscience. On doit être assez, comment on appelle ça, le mot méchant, assez humble ou bien assez compréhensif pour savoir que cette loi-là ne date pas d'aujourd'hui, elle a été rédigée sous notre gouvernance. Donc, si ça s'applique à nous aujourd'hui, nous devons l'accepter. Sinon, on avait tout le temps, plus de 40 ans de pouvoir, on pouvait changer, on n'a pas changé. Si ça s'applique à nous aujourd'hui, c'est qu'on a été... oui, comme la loi indication. On a craché en l'air. On a craché en l'air. Non, on a craché en l'air. C'est quoi le reproche à la loi? C'est qu'elle est manipulée, elle est utilisée à des fins politiques. La loi n'a pas été manipulée. Ça a été rédigé sous le règne du PDCI. Donc du coup, c'est cette loi qui a éliminé le président Tidjane Thiam. Donc vous devez comprendre, vous devez l'accepter. Voilà. Vous devez l'accepter. Parce que, moi je l'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul individu. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule famille. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul nom. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Si ce n'est pas X, ça peut être Y. Si ce n'est pas Y, ça peut être un autre individu. Pour chuter rapidement, les leaders vont passer, mais la Côte d'Ivoire, elle reste. N'interprétons pas les décisions de justice ou bien les décisions institutionnelles selon notre chapelle politique. Voilà, ça ne fera que brûler le pays. Arsène Anouma, que vous inspire cette analyse de Dr Ouattara? Bon, la dimension mystique. Moi, comme je l'ai dit, il y a eu un précédent. Et pour moi, au lieu que le PDCI transforme cette histoire juridique en une histoire politique, en essayant de se victimiser, parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, les membres de l'opposition, quand je le dis, on me dit de ne pas dire cela, mais je dis l'opposition extrémiste. La dernière fois, j'ai dit l'opposition terroriste, bon, vous m'avez dit de ne pas le dire, mais au sein de l'opposition, il y a deux factions. Il y a une faction modérée, républicaine, qui voulait arriver à des résultats par la négociation, et il y a une autre faction caractérisée par le PDCI et le PPACI, qui voulait arriver à des satisfactions par la force. Le président Gbagbo l'a dit, il allait faire la bagarre. Le président du PDCI Thiam a dit qu'en 7 jours, la Côte d'Ivoire serait libérée. Sur quoi il comptait pour qu'en 7 jours, la Côte d'Ivoire soit libérée? Sur quoi le président Gbagbo comptait pour faire la bagarre? Monsieur Brendoumi, les voies démocratiques. C'est quoi la bagarre, en fait? Oui, mais les voies démocratiques. Les moyens sont. Nous avons vu que la bagarre physique, j'ai compris. Oui, mais les fameuses voies démocratiques ont produit 11 morts. Les fameuses voies démocratiques ont produit des résultats. Nous avons vu les aveux. Quand je le dis, qui est responsable on me dit de 11 morts. Ce qui est sûr, la plupart des personnes qui ont été arrêtées, jusqu'à ce qu'on ait la preuve que ces personnes ne sont pas membres de l'opposition, ces personnes ont avoué être membres de l'opposition. Ceux qui ont voulu faire exploser l'usine de gaz de Jacquesville, on dit qu'ils sont de l'opposition. Chacun a dit. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que tout ce qui arrive, c'est la résultante du désir de cette opposition violente-là d'arriver à ses fins
par la force. Valentin Zawi, 1 minute, allez-y. Oui, non, juste dire que, bon, enfin, on ne va pas désespérer de nos démocraties. Pour peu qu'on soit en démocratie, on a quand même le droit, en tant que citoyen, de ne pas être d'accord avec tout. Donc, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime en place que forcément on est un terroriste. Je dis ça aussi. Non, je finis mon propos. Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui n'étaient pas d'accord, on ne les a pas inquiétés. Arsène, on est dans ce pays où des frères ont pris des armes pour venir remettre en cause un pouvoir qui est établi. Donc, il faut aussi relativiser un peu le propos. En 2025, on n'a pas de terroristes dans l'opposition. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord et qu'il y ait peut-être des personnes isolées qui pensent... Donc, comment vous justifiez le fait que des personnes s'organisent pour aller faire exploser l'usine à gaz? Et ils vous ont dit que c'est l'opposition qui les a envoyés. Mais ce sont ces personnes-là qui ont avoué. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont été mandatés par le PPAC, il a avoué être en collaboration avec des responsables de l'opposition? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais ça, c'est pas nous dans ce pays-là. Faites dire des choses aux gens, c'est pas non plus nouveau. Voilà. Lorsqu'il y a des faits, on les refuse. Merci Arsène Anoma. On termine avec Michel Betta. Quel impact cette affaire peut-elle avoir sur le climat électoral quand on sait que l'honorable Bredoumi est candidat législatif de décembre? Vous savez, on le disait pas plus tard que hier sur ce même plateau, on parlait des candidats qui sont enfermés ou en exil. Moi, je crois que c'est un acte de résistance, leur candidature. Donc, la posture qu'ils ont fait adopter à l'honorable Bredoumi en l'enfermant ne va pas l'empêcher de continuer à battre campagne, ne va pas l'empêcher à être sur le terrain par des voix autres que lui-même, sa personne, pour faire entendre sa voix, afin que cette élection qui vient le 27, les populations de sa circonscription portent leur voix sur lui. C'est pour dire qu'ils doivent rester forts, ceux qui sont aujourd'hui en prison pour des faits que ceux qui les ont enfermés le savent, mais pour l'instant, nous disons que c'est une dérive autoritaire, c'est une dérive, je dis, la justice est utilisée à des fins politiques pour faire une pression sur ceux qui sont susceptibles d'apporter une réplique au pouvoir en place. Et ça, ce n'est pas de nature à garantir la sérénité et la tranquillité dans notre pays. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Moi, je pense que quand on est sorti de là où la Côte d'Ivoire est passée, il faut éviter des choses qui puissent envenimer encore le climat social. On avait là l'occasion. Il y a d'autres encore qui sont en prison. On en ajoute encore. On dit on va faire des enquêtes pour situer toutes les responsabilités. Mais quand on veut situer toutes les responsabilités, il faut aussi situer les causes de ce qui a entraîné tout cela. Quand on manipule la justice, quand on fait en sorte que les lois, même aussi évidentes, soient changées pour des raisons que nul ne sait. Moi, je pense qu'il faut s'en tenir encore à des propos. Merci. Je vais finir en rappelant des propos de feu... Rapidement, 10 secondes, on a terminé. Feu le président Francis Vaudier. Il a dit, quand il est sorti du Conseil constitutionnel, il a dit c'est les émissions intempestives du président dans les décisions du Conseil constitutionnel qui l'ont amené à démissionner. Merci Michel Betta. Donc il faut que ça arrête. C'est l'heure du chiffre du jour. Ce Le chiffre du jour, c'est 44 000 éléments de forces de défense et de sécurité seront mobilisés pour sécuriser les législatives du 27 décembre prochain sur tout le territoire ivoirien. Un dispositif exceptionnel de 18 000 gendarmes, 18 000 policiers et 8 000 militaires prévus. Commentaire, Dr Daouda Ouattara. Bon, 44 000... Comme à la présidentielle. Comme à la présidentielle. Bon, ce n'est pas mal. La population va se sentir plus en sécurité. Mais ce qui me gêne un peu, que cette fois-ci, on parle à ces hommes en tenue. Que nous ne sommes pas dans un pays en crise, ou bien nous ne sommes pas en guerre. Et qu'avant de rafler les citoyens, qu'ils sachent, qu'ils le fassent avec tact. Qu'ils sachent qui rafler et qu'ils sachent qui relâcher ou bien qui n'est pas à envoyer au commissariat. Merci. Arsène Anoma. Bon, comme vous l'avez dit, c'est le même chiffre que la force déployée pour la présidentielle. Pour moi, j'estime que le pouvoir veut se donner les moyens d'organiser des élections législatives calmes, apaisées, participatives, démocratiques, comme il a fait pour la présidentielle. Donc, il se donne les moyens sécuritaires. Et je salue cela. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que toute la classe politique accepte de partir à ces législatives-là avec un esprit démocratique pour que tout se passe bien. Bien. Valentin Zawi, commentaire. Écoutez, la présidentielle, c'est un autre contexte. Il y avait beaucoup de rivalité, beaucoup d'anxiété, tout ce qu'on peut imaginer. 44 000 agents de l'ordre ont été déployés pour. On pourrait l'entendre, pardon. Pour les législatives, que ce même chiffre soit reconduit. Peut-être que le gouvernement d'information que nous autres n'avons pas.
L'important, c'est que ce scrutin puisse se tenir dans le respect des droits des uns et des autres et que voilà, les députés qui doivent être élus soient élus pour la continuité des affaires de l'État. Bien. Michel Betta. 44 000, nous l'avons tous dit, mais moi je pense que ça n'interdit pas aussi la contestation. Parce qu'il ne faudrait pas penser qu'on peut museler l'opposition. Parce que l'opposition ne doit pas être muselée, elle doit pouvoir s'exprimer. Donc si aujourd'hui, malgré ces 44 000, l'opposition veut organiser des marches, elle veut organiser des sittings, il faut qu'on le lui permette. Ce n'est pas aller systématiquement s'opposer à leur volonté d'exprimer leur mécontentement ou leur désaccord. Bien, merci Michel Betta pour votre grande disponibilité. On se donne rendez-vous lundi avec vous pour d'autres numéros d'Entre Deux News. Les autres consultants restent sur ce plateau pour la seconde partie dans laquelle nous allons recevoir l'honorable Kanigui Mamadou Soro, candidat aux législatives dans le nord du pays. Mais avant, la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Vous suivez Entre Deux News. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h30. Dernier invité de cette semaine, l'honorable Soro Mamadou Kanigui. Il est candidat du RHDP, entendez le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix aux législatives pour les circonscriptions de Kanoroba, Nafou, Nessirasso, commune et sous-préfecture. Honorable, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes député depuis 2011. Vous êtes encore candidat à cette élection législative du 27 décembre. Pourquoi vous et pas un autre candidat RHDP? Oh, bon, d'abord parce que la Constitution m'autorise à être candidat. Je suis un citoyen ivoirien. Mais le parti a de nombreux cadres dans votre localité. Le parti a de nombreux cadres, mais le parti est souverain. Le parti choisit qui peut le représenter quand il veut, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas à moi de justifier pourquoi j'ai été choisi. Si je voulais m'obstiner, peut-être que je n'aurais pas soumis ma candidature au parti. Mais si je l'ai soumis, c'est parce que j'ai tenu compte de l'autorité du parti. Et en toute souveraineté, le parti m'a choisi. Et vous estimez que vous incarnez le meilleur profil du Kafigué? Oh, le meilleur profil, je ne dis pas ça comme ça. Le RHDP est un grand parti qui regorge beaucoup de cadres de valeurs. Et je pense que c'est une question de mérite, certes, mais je pense que beaucoup de cadres méritent. Mais il faut bien choisir à des moments, surtout dans nos circonscriptions où on est seul. Voilà, et c'est un problème pour nous, mais bon, on est obligé de choisir quelqu'un. Bien, Valentin Zawi. Alors, j'avais une question, mais bon, avant cela, j'aimerais quand même savoir, parce qu'on sait que pour les législatives, il y a un débat qui a cours en ce moment, qui établit que l'article 4 de la Constitution qui dispose que nous sommes tous égaux en droit. On a des communes où il y a moins de députés, avec des populations importantes, alors que dans la partie septentrionale, certaines circonscriptions, il n'y a pas autant d'habitants, mais il y a plus de sièges. Vous, en tant que citoyen, parce que là, c'est aux citoyens que je parle, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ça soit rétabli ou vous dites non, on doit faire avec? Écoute, moi, j'observe ce débat déjà. J'estime que ce débat n'est pas encore le nôtre, parce que ce sont des dispositions qui ont été arrêtées à la suite d'un dialogue politique. Et dans l'application de ce dialogue, un certain nombre de coupages avaient été proposés, mais le gouvernement, il est souverain. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que le découpage tient compte aussi du budget ivoirien. Dans quel sens? J'ai du mal à Oui, le budget, parce que plus vous augmentez les députés, plus vous augmentez les charges de l'État. On a dit à 255, hein, ce qui est quand même Oui, excessif pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà, mais donc on peut en avoir moins. Vous me comprenez. On peut en avoir moins, mais si l'autorité compétente, les autorités, parce que ça a été un processus, estiment que c'est la taille qu'il nous faut, bon, nous on respecte. Demain, si on dit c'est 300, ça veut dire qu'au niveau du gouvernement et au niveau des partis politiques, on estime que la Côte d'Ivoire est capable de supporter. Vous m'avez fait une réponse politique, M. Soro. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Ce n'est pas une réponse politique. J'estime que ce débat, pour moi, il ne construit pas forcément la cohésion. Ah oui? Moi, à la place, je négocierais pour que, si j'estime que dans ma circonscription, tout à l'heure, je vous disais que nous, on est seuls, mais à la réalité, nous, on souhaite avoir 2 députés, pourquoi pas?
dans ma circonscription. Donc, ça veut dire que dans certains endroits du pays, d'autres estiment qu'ils doivent avoir plus de députés et ils peuvent toujours faire des requêtes, mais ces requêtes doivent être forcément analysées par le gouvernement dans le cadre d'un dialogue politique. Et puis, bon, on appréciera. Bien, Arsène Anoma. Bon, honorable, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Il y a un autre débat, comme l'a dit sur le rôle du député. J'entends certaines personnes dire que le député n'est pas acteur de développement. Et que lorsque le député, par exemple, va vers les populations et qu'il dit « votez-moi pour que je fasse venir, par exemple, je construise des écoles, je mette du goudron, ou bien je vous envoie de l'eau, de l'électricité », il est en train de ruser avec les populations parce que ce n'est pas son rôle. Voilà. Mais partant de cela, moi, je me dis que, étant donné que nous sommes des pays qui ne sont pas encore véritablement développés, où les attentes des populations sont nombreuses. Donc, pour moi, il ne faut pas toutes les forces qui peuvent permettre d'apporter des solutions aux problèmes de nos populations doivent être acceptées. Vous, en tant que député, après 3 mandatures, quelles sont vos plus belles réussites dans vos circonscriptions et dans le Kafigué qui peuvent amener les populations légitimement à encore vous accorder leur confiance? D'accord. Je note que la chute de votre question s'est éloignée de l'impression qu'on a eue au départ. Je vais donc commencer par cette impression première que j'ai eue, c'est-à-dire quel est le rôle du député. Je préfère répondre quand même à cette question. Le député, d'abord, il faut faire remarquer que dans tous les pays du monde, que ce soit même des régimes monarchiques, on a des parlementaires. Ça veut dire que les députés ont bien un rôle dans le fonctionnement d'une société. En ce qui nous concerne, déjà, le rôle du député, c'est de voter la loi. Quand nous sortons, par exemple, nous nous sommes retrouvés dans cette salle, si nous sommes ici en toute quiétude, c'est parce que des gens examinent comment les rapports entre les citoyens doivent être définis, de sorte à ce que les uns et les autres vaquent à leur occupation. Ne serait-ce que ça, c'est un grand rôle. Sinon, nous serions dans la jungle. À la réalité, quand vous regardez, le député et le président de la République sont les 2 initiateurs de la loi. À partir de ce moment, tout est dit. Mais en plus de ce rôle législatif, le député a un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Et puis, il a un rôle de représentation. Je suis le député du Kafig. Je représente, certes, l'ensemble de la population ivoirienne auprès du gouvernement, auprès de l'État, mais particulièrement, c'est une population, le Kafig, qui, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, me donne sa confiance. En fait, ce processus de confiance qu'on donne à un individu permet à la société et surtout à l'exécutif de savoir à qui il s'adresse pour satisfaire telle ou telle population. De ce point de vue-là, le député peut bien jouer un rôle dans le département, dans le développement. Et c'est là que je chute sur la finalité de votre question. Le député, j'estime, s'il veut bien travailler, il doit d'abord construire un leadership. Et puis, il doit avoir une vision. S'il doit aller à l'Assemblée nationale parce qu'on a dit qu'il y a des primes là-bas, honnêtement, je ne pense pas qu'il sera un bon député. Moi, j'estime que la vie politique, même si on ne le dit pas assez, est un rapport de force. Et donc, quand une communauté donne son destin à un de ses cadres, ça veut dire que cette communauté doit s'assurer que ce cadre-là est capable d'ouvrir n'importe quelle porte de la République et de tenir face à n'importe quelle personnalité dans une situation de débat ou dans une situation de gestion même de l'ensemble du pays. Donc, le choix du député doit obéir à ça. Le député lui-même doit être conscient qu'il doit être un leader. Et moi, c'est ma vision de la chose. J'estime que depuis qu'il a dit, je suis élu depuis 2011, quand on me votait, je suis à la télé,
mes populations me regardent actuellement, quand en 2011, je devenais député, pour beaucoup d'Ivoiriens, quand ils disaient le Kafigué, ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils disaient Sirasso, on dirait tu es malien. Ah, donc tu viens de Sikasso. La première mission que je me suis confiée, c'était de faire la promotion de l'identité à laquelle j'appartiens, donc à laquelle ma communauté est. C'est vrai, nous sommes sénéfaux. Mais à l'instar des autres grands groupes, des autres grands peuples de Côte d'Ivoire, le peuple sénéfaux a ses ramifications, Des sous-groupes. à ses sous-groupes. Quand vous regardez même au jour d'aujourd'hui le découpage administratif dans chaque région, on a le sentiment que ce découpage suit un peu le regroupement ethnique à l'intérieur des grands groupes. Quand vous prenez Sinimatali, mais c'est les Nafara. Quand vous prenez Korogo, c'est les Tchébara. Quand vous prenez Ferke, c'est les Niarafolo. Alors, quand vous allez à Sirasso, quand vous allez à Kandrouba, quand vous allez à Nafoun, ce sont les Kafigués et pourtant personne ne savait que le Kafigué existe. Conclusion, nous avons, Sirasso a eu sa sous-préfecture depuis les années 63. Quand vous allez regarder la taille des circonscriptions, vous allez savoir que c'est une circonscription grande et peuplée, mais nous n'avons pas de département, nous courons encore derrière ce département. Mais il fallait d'abord qu'on sache qui nous sommes. Quelle identité nous représentons? Donc, pour moi, le député que je suis depuis 2011, j'ai travaillé pour la reconnaissance du Kafigué. Ensuite, construire un leadership qui va s'imposer tant au plan national, mais qu'au plan régional. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas attendu de devenir député pour commencer à m'imposer sur la scène politique nationale. Mais quand je fais le choix d'aller me positionner dans ma région, c'est d'apporter ma contribution à la reconnaissance du Kafigué. Et donc, c'est là que je vais clore sur cette question. Et donc, faire connaître le Kafigué davantage pour mieux réussir à faire le lobbying nécessaire afin que le développement soit mieux partagé. Docteur Daouda Ouattara. Alors, honorable, en 3 ans de mandat au Parlement, avez-vous déjà été à la base d'un projet de loi? Non, je n'ai pas encore été à la base d'un projet de loi. D'accord. Pendant 15 ans? Pendant 15 ans, d'accord. Oui, oui. D'accord. Maintenant, rapidement, quand je me suis renseigné un peu sur votre localité, je me suis rendu compte que l'agriculture est la principale activité de cette zone. C'est-à-dire à Kandrouba, Nafoun et Sirasso, c'est-à-dire la culture de l'anacade et du coton. Alors, pensez-vous que les paysans disposent librement de leur terre quand on sait que la terre appartient à l'État aujourd'hui? Je n'ai pas bien compris la fin de votre question. Est-ce que les paysans disposent-ils librement de leur terre quand on sait que la terre appartient à l'État, comme le dit la loi ivoirienne? Bon, avant d'arriver à ce niveau, je vais revenir sur la remarque que vous avez faite tout à l'heure. Est-ce que j'ai été à la base d'une proposition de loi? Je m'attendais à ce que vous me demandiez, mais pourquoi? Parce que c'est important. Si vous cherchez à savoir, donc cherchez à savoir pourquoi je n'ai pas fait de proposition de loi. D'accord. Voilà. Nous sommes, je disais tout à l'heure que le député est avec le président de la République, les deux initiateurs de la loi. Quand c'est le président, on dit c'est un projet de loi. Quand c'est le député, on dit c'est une proposition de loi. Mais ce que le grand public ne sait pas, c'est que quand un député fait une proposition de loi et que l'exécution de cette proposition de loi doit générer des ressources financières, le député doit associer à sa proposition de loi où l'exécutif tire ses ressources additionnelles. Ça sous-entend que soit le député demande une nouvelle imposition contre ses propres populations, donc des recettes supplémentaires pour l'État, et le député
qui lui a eu l'onction du peuple, va donc augmenter les charges de ces populations, ou alors il est obligé de dire au gouvernement, bon, la loi que moi je propose là, je ne veux pas que les populations payent, mais je veux que vous payez à preniez les places. C'est une particularité ivoirienne. Voilà. Or, quand vous dites au gouvernement, payez à leur place, mais actuellement nous sommes à l'Assemblée nationale, actuellement c'est la session budgétaire. Il y a 2 lois importantes qui vont être votées sous peu. Il y a la loi de règlement qui permet au gouvernement, à l'Assemblée nationale de vérifier la gestion de l'année N-1. Donc l'année 2024. Dans le cas de, cette année. Et ça, c'est vraiment fait. On n'a pas eu le Mais sentiment. bien sûr, actuellement, la semaine dernière, si, c'est ce que je fais. Oui, on fait un plus pour Non, la forme. progressivement, Ouais, voilà. l'Assemblée nationale a installé les mécanismes qui permettent même un suivi de l'action. Maintenant, il y a l'autre, à part la loi de règlement, vous avez le budget de l'année N+1. Si vous votez 17 000 milliards, c'est ça? 17 300 milliards, si vous votez une loi, enfin vous faites une proposition cette année, et que c'est le gouvernement, on est d'ailleurs régime présidentiel, je ne veux pas être long, c'est le gouvernement qui a l'initiative du budget, vient avec son budget et que vous l'adoptez, l'année qui va suivre, il va falloir s'assurer que cette loi que tu veux proposer là a été prise en compte dans le cadre du budget de l'État. Si ce n'est pas pris en compte, alors le gouvernement, normalement, et c'est logique, te demande où je trouve l'argent pour appliquer. Vous voyez que ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais par contre, en ce qui me concerne, tout à l'heure, j'ai parlé de la nécessité pour un député de construire un leadership. Il faut que le député soit capable, en dehors même de l'hémicycle, de peser sur la chose politique. S'il appartient à un parti politique, il faut que son action politique soit en mesure d'apporter une prise de position collective du parti auquel il appartient sur certains projets. Dans ce cas de figure, si vous appartenez au parti gouvernemental, ça veut dire qu'avec vos collègues du groupe parlementaire rattachés, qui se reconnaissent dans l'exécutif, mais ce n'est pas à l'Assemblée nationale que vous allez aller combattre le même exécutif. Ça veut dire qu'à l'intérieur du parti, il y a un processus qui vous permet d'influer sur la réflexion qui va aboutir sur la table du gouvernement parce que c'est vous qui êtes au pouvoir et c'est ce qui va revenir sous la forme d'un projet de loi. Est-ce qu'on se comprend? Bien évidemment, les partis d'opposition qui, eux, n'ont pas cette chance, n'ont pas autre alternative que de venir défendre leur opinion devant tout le monde. Devant tout le monde à l'hémicycle. Donc, de 2 types de députés, on ne peut pas avoir le même comportement. C'est ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, pour revenir sur votre question, est-ce que la terre, chez nous, appartient aux paysans? Oui, la terre appartient aux paysans. Depuis que je suis enfant, jusqu'à ce que je sois devenu député, jamais on m'a dit que le gouvernement a empêché un paysan de travailler sa terre. Bien au contraire, non, je viens. Dans ce cas, non, laisse-moi terminer là. Bien au contraire, je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est souvent l'État, à ce niveau-là, qui est lésé. Bien. Non. Voilà. Alors, non, docteur, vous n'avez pas encore la parole. Docteur Daouda, vous aurez la parole après le prochain tour. Honorable, est-ce que vous serez prêt aujourd'hui, sinon pour le prochain mandat, si vous êtes réélu député, à vous opposer au gouvernement si un projet nuit au Kafigué? Il vient de le dire, non? Bon, peut-être que je vais en 1 minute raconter. Non, vous pouvez répondre par oui ou non. Ça vous permet de connaître ma personnalité. Mais après, on est tenu par le temps et... Il n'y a pas de souci. En 1 minute, ça tient. Vous serez certainement réélu par des citoyens Je ne suis pas venu PDC, RHDP. Je ne suis pas venu devant les électeurs pour parler à demi-mot. J'ai été élu en 2011, mais en 2016, c'est en indépendant que j'ai gagné les élections. Parce que j'avais
à l'intérieur de mon parti, indifférent avec mon parti. Je suis parti, j'ai même créé un parti politique. Le RACI? Oui. L'ex-RACI. Après, les choses se sont arrangées et je suis revenu. Et Vous avez fait aussi un peu de votre personne. je suis revenu, je me sens bien au RHDP. D'accord. Dieu merci, je bénéficie toujours de la confiance du parti. Avec cette expérience-là, j'ai évolué dans la méthode. Voilà, j'ai évolué dans la méthode. Si demain, une situation oppose le Kafigé au gouvernement, j'ai les leviers nécessaires pour régler le problème. Voilà. C'était pas ça la question. Oui, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que je suis prêt à m'opposer? Voilà, Oui, la décision. mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un mécanisme à l'intérieur de chaque parti qui permet ce débat, mais pas forcément sur la place publique. Bien, Valentin Zawi. Oui, en fait, M. Soro, moi j'avais cette question-là en réserve pour vous. Et tout à l'heure, vous avez eu le temps d'expliquer largement et longuement votre conception même du député qui est du parti présidentiel. Et je pense que là, on a quand même un problème sur ce continent. Vous êtes élu d'une circonscription, après vous devenez député de la nation. Le rôle du député à l'Assemblée, ce n'est pas de défendre son parti, c'est de défendre l'intérêt des populations. Et quand on conçoit, parce que je suis membre du parti présidentiel, non, je n'ai pas à m'opposer publiquement. Comme on le voit ailleurs, dans les démocraties ailleurs, même les députés du parti présidentiel se disent non, ça c'est pas bon, on va s'exprimer. Et tant qu'on est dans cette logique, je pense qu'on ne rend pas service à la démocratie. Parce que on parle bien du pouvoir exécutif, qui est représenté par le président et le gouvernement, mais l'Assemblée nationale et le Sénat, en ce qui nous concerne, vous êtes le pouvoir législatif. Donc, si vous vous dites, je suis du parti présidentiel, non, je n'ai pas le droit, j'avoue que là, et on en parlait avant que vous n'arriviez, les années passent, les mandatures changent, mais c'est tout le même schéma, que finalement on a des députés qui sont... Et vous l'avez dit, vous, après c'est vrai que ce que vous avancez comme raison, on peut en discuter. Vous dites non, je n'ai pas fait de proposition de loi parce que, et ça c'est même une exception ivoirienne, hein, quand on est député, si vous proposez, il faut donner les moyens. Ça c'est fait pour ne pas que vous jouez votre rôle et je trouve quand même c'est un peu désolant pour notre démocratie. D'accord. Bon, ce que vous dites, je vous dis qu'à l'intérieur du RHDP, je ne connais pas les autres partis. Nous avons tout le mécanisme nécessaire pour harmoniser nos positions. Mais cela ne veut pas dire que sur certaines questions, il n'y aura pas de débat. Moi, je suis à l'Assemblée nationale, ça fait 3 mandats. Moi, je vous dis par exemple que s'agissant de la loi sur le mariage, où la première fois on disait que l'homme doit être égal à la femme. La fameuse loi sur la polygamie. Non, pas la polygamie. Ah d'accord. Sur le mariage. La loi sur le genre, sur le genre, où l'homme doit depuis ce choisir moment-là que quand vous allez à la mairie, le maire vous fait attraper le carnet avec votre femme. Mais ça fait débat même à l'intérieur du groupe parlementaire RADP. À l'époque, c'était le groupe parlementaire RDR. Jusqu'à ce que le groupe demande des explications au gouvernement. Et nous, le gouvernement a reçu chaque groupe parlementaire pour lui expliquer le sens de cette loi. Donc, nous avons à l'intérieur des processus... Qui est passé à la fin. Oui, mais parce que justement, je vous ai dit qu'on a eu des rencontres. Mais on ne s'oppose pas pour s'opposer. Quand vous vous opposez, pour vous opposer, vous devenez un opposant. Nous ne sommes pas des opposants. Nous avons un appareil politique. Nous défendons cet appareil politique. Et nous avons un projet de société. Quand ça ne va pas, nous, on règle notre problème en interne. Bien évidemment, ça et là, à l'occasion d'une interview ou bien sous une conférence de presse, un député peut sortir et ce n'est pas ça qui a manqué pour faire des observations sur certaines questions. Mais à la fin, on harmonise nos positions. Maintenant, pour ce que vous dites, ce n'est pas spécifique à l'Afrique ni à la Côte d'Ivoire. C'est un peu partout. Ce que je vais vous dire, c'est que si on doit aller sur la base de ce que vous avancez, alors on n'a pas besoin de créer dans les parlements des groupes parlementaires affiliés à des partis politiques. Parce que dès lors que ce sont des partis politiques qui sont représentés au Parlement par des groupes parlementaires auxquels la plupart des députés appartiennent, y compris les députés de l'opposition, à partir de ce moment, ne demandez pas aux députés de partis au pouvoir
de s'opposer au pouvoir alors que les députés de l'opposition exécutent intégralement le mot d'ordre de leur parti et qui pourtant ne siègent pas à l'Assemblée. Ça, c'est notre problème. Bah non, c'est pas un autre problème. Non, c'est pas les partis. Vous devez... Enfin bon, Non, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous dis... Voilà, ça c'est la dictature des partis dans notre Assemblée nationale. Mais ce n'est pas notre Assemblée en France, allez-y Ah partout. non, c'est complètement différent. Mais écoutez, tout récemment, on a vu aux États-Unis, chose comme on appelle Trump bloqué au Parlement et au Sénat. C'est forcément les partis politiques qui interviennent et qui donnent leur opinion. Et quand leurs députés prennent position, parce que ce n'est pas mécanique, parce que c'est ce qu'ils pensent comme étant la bonne chose, n'oubliez pas que nous sommes une société et que c'est le choc des opinions. Donc, du moment où il y a une élection législative et que un parti politique est sorti majoritaire, mais ce parti politique qui est sorti majoritaire a soutenu des personnes pour aller aussi défendre leurs opinions. Et c'est pour ça que des groupes parlementaires existent. Mais sinon, on peut refaire la Constitution. Comparaison n'est pas raison, M. Soro. Vous avez l'ancien Premier ministre Gabriel Attal en France, qui à l'Assemblée a un point de vue divergent du président Macron et il le dit publiquement. Mais justement, et il n'y a pas mort d'homme. Donc, ce n'est pas vraiment la même réalité. On a encore du chemin. Oui, non, on C'était juste pour... voilà. Écoutez, voilà. Dans quel état actuellement la France est? La France est dans un état de blocage. Là aussi, vous ne prenez pas le Attal s'est opposé à Macron, d'accord, mais on a passé des mois et des mois en France à ne pas avoir de gouvernement. C'est ce que vous voulez? Non. Moi, je pense que nous sommes... Ils n'ont pas eu de gouvernement Oui, mais un gouvernement, le forme aujourd'hui, le lendemain, le le gouvernement tombe. Oui, mais c'est la démocratie, seulement. Mais c'est le jeu de la démocratie. Mais si la démocratie doit construire l'instabilité, nous, députés, nous disons... Vous avez réinventé la démocratie. Non, on ne l'a pas réinventée. Nous choisissons notre opinion. Parce que la démocratie aussi, c'est la défense. Je vous ai bien compris, M. Soro. Voilà. Donc, notre opinion, c'est ça. Merci, honorable. On passe à la prochaine question avec Arsène Anoma. Il y a une certaine frange de la population qui a tendance à dire que on trouve les députés déconnectés des réalités des populations. Parfois, on entend cela se dire, vous, en tant que député depuis 3 mandats, est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable synergie entre les populations et les députés? Est-ce que vous pensez vraiment que les députés sont à l'écoute des préoccupations des populations? Pour un député qui a fait 3 mandats, vous pensez qu'il n'est pas à l'écoute de ces populations? Non, de façon générale. Non, mais justement... Et même pour ce qui vous concerne, vous appelez à un débat. Mais bien sûr. On se demande pourquoi. Je demande un débat parce que quand en général on se retrouve... Parce que vous savez qu'on est venu maintenant, on a évolué. Hein. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux, etc. Donc, vous avez des cadres qui facilement peuvent s'asseoir pour donner, comment on appelle, un téléphone à 2 ou 3 personnes qui racontent leur petite vie sur les réseaux sociaux. Mais au lieu qu'on pousse des jeunes gens à s'insulter sur les réseaux sociaux, mais on peut mieux organiser ce débat. Si c'est pour aller nous représenter à la population, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, infantiliser les populations, parfois insulter les cadres, mais c'est simple, on peut organiser ça à la base, et puis les cadres viennent s'asseoir, et puis chacun pose son problème, et en fonction de ça, on fait le choix. Non, parce que vous estimez que les personnes d'elles-mêmes ne peuvent pas prendre un avis, elles sont forcément instrumentalisées. Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que vous venez de dire, non, M. Soro. Vous prenez des raccourcis parfois. Non, écoutez, on vous écoute, en fait. Ce que je suis en train de vous dire, je vous ai bien fait remarquer qu'avec Internet aujourd'hui, les choses ont évolué et il faut s'adapter. Voilà. Donc, au lieu qu'on fasse choses comme on appelle des débats, on va finir par créer des tensions inutiles à l'intérieur de nos communautés. Mais pour éviter ça, on peut demander dorénavant aux candidats de faire des débats devant les populations. Je vais vous décevoir. Pour le sociologue que je suis, les tensions sont importantes pour une société pour se générer aussi. Ah bon? Oui. Donc la guerre aussi? Ah, mais nous, on est dans la rupture. Ah bon, donc... Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Donc la guerre aussi? C'est vous qui me posez cette question-là? Oui, c'est bien, c'est moi qui vous la pose. C'est moi qui vous la pose. La guerre aussi, allez-y. Rapidement, ce sera la dernière question de cette émission. Je vous avais posé la question sur la terre des paysans. Et vous m'aviez dit que souvent, c'est l'État qui est lésé. Et là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'accord, alors. Parce que quand dans un village ou bien sur la terre d'une famille, quand on découvre un minerai
dans le sous-sol de cette terre, l'État délocalise le village, ou bien délocalise, ou bien détruit carrément la plantation. C'est l'État qui trouve l'entreprise qui va exploiter ce minerai. C'est l'État qui décide ou pas. Non, c'est l'État qui décide ou pas. Quel est le lien entre cette question et la candidature ou la vision de l'honorable c'est un député de la nation. Bien, et dans sa allez-y sur la question. Et dans sa circonscription, les populations sont majoritairement Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il propose dans ce sens? Des agriculteurs. Raison pour laquelle j'ai demandé si les paysans disposent librement de leur terre. S'il m'avait dit non, ou bien peut-être si sa réponse m'avait satisfait, il allait demander, il allait poser la question sur le cadastral. C'est son point de vue. Il vous a dit ce qui se passe chez lui. C'est son point de vue. Bon. Si vous avez une question, parce que allez-y. c'est écrit noir Moi, sur je blanc pense qu'il ne faut pas l'empêcher de poser la question. C'est vrai que vous avez une contrainte de temps. On attend toujours la question en paix en appartient temps. à l'État. Seulement que nos parents ne sont que des utilisateurs ou bien des locataires de circonstances. Le jour où on découvre un bien que l'État veut récupérer, il récupère et puis il vous exproprie. Ça, Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Putain. Voilà. Non, ce n'est même pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Citez-moi un seul pays où c'est différent. Un seul pays où c'est différent? Par exemple, quand tu... Citez-moi un pays où quand tu creuses en bas de chez toi, tu trouves le pétrole, finalement c'est le pétrole là t'appartient. Citez-moi un seul pays dans ce monde. En France, quand tu Bon, trouves un comme on n'a pas trésor le dans ton temps, jardin, le l'État temps c'est que... Pardon? Quand la population dispose pleinement de la terre, il y a des contrats qu'on peut avoir avec des grands agriculteurs. Citez-moi un seul pays dans ce monde où c'est différent. Honorable, quand le paysan dispose librement de sa terre, il peut signer des partenariats avec des grandes firmes agricoles pour des plantations. Parce que si en l'état actuel, si le contrat est signé et que le grand industriel vient faire une plantation de 1000 hectares et que demain on trouve un minerai dans le sous-sol, il sort perdant, la famille sort perdante. Bon, on va pas polémiquer. Moi, je pose la question rapidement. Pour couper court sur cette question. Vous ne pourrez plus poser cette question, c'est terminé. Certainement qu'on va attendre de vous. Je suis député, c'est la première fois que j'entends ça, mais moi je suis ouvert. Si Dieu fait que je suis élu, je ferai tout pour prendre attache avec vous pour que vous me proposiez une autre réorganisation de l'État de sorte à ce que les populations en prennent en compte votre opinion. Bien, merci honorable. C'est l'heure maintenant du carton rouge. Vous lui faites trop d'honneur là. Voilà, nous sommes dans le carton rouge. Premier carton avec Arsène Anouma. Mon carton rouge, c'est à l'encontre d'une certaine pratique qu'on appelle usurier ou margouillat, qui sévissent à ciel ouvert dans notre capitale économique en plein plateau. Mais pas que. Dans notre grande ville. Dans notre grande ville et dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, je trouve que pour cette Côte d'Ivoire-là, impulsée par le président Ouattara qui se développe, il y a des choses qu'il faut que l'État prenne son courage à deux mains pour régler. Parce que ces fléaux-là, ça pourrit la vie des fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui sont endettés. Là, ce matin, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu un fonctionnaire qui a fait la capture d'écran de son solde. Et son solde a été versé, il est à moins 34 000 francs. Ça veut dire qu'il doit tellement les usuriers, les maguas ont pris tout son argent. Mais parfois, ils détiennent les cartes magnétiques. Ils détiennent les cartes magnétiques. Et alors que pour entamer ce processus-là, on te fait faire un document de précompte où tu vas faire signer le document au tribunal. C'est-à-dire je peux dire qu'il y a comme si un aval officiel. Donc il est grand temps que le gouvernement essaie de tirer un frein à cela, parce qu'on voit même sur les réseaux sociaux, il y a les sociétés de prêts en ligne où le gouvernement les fait arrêter les promoteurs de ça. Si on peut faire arrêter ceux-là, je pense qu'on peut faire arrêter aussi ceux qui font ce genre de pratiques-là. Merci, Dr Daouda Ouattara, carton rouge. Alors, moi, mon carton très, très rouge à l'endroit de la mairie du Plateau et du district autonome d'Abidjan pour le délaissement express de la route de l'ancien hôtel Sebroco à Karena pour aboutir au pont Félix-Boigny. Vraiment, cette route-là est dans un état de délabrement très, très avancé. Carton rouge. Valentin Zavi, carton rouge. Carton rouge à... Je vais dire à tous les responsables de nos écoles publiques, privées aussi, qui ne mettent pas un point d'honneur à avoir des toilettes propres. Parce qu'il y va de la santé de nos enfants, de plus jeunes. Donc je pense que voilà, ce serait bien quand même qu'un effort soit fait
pour que ces toilettes soient bien tenues. Merci. Bien, honorable carton rouge. Bon, malheureusement, le carton rouge, moi, j'ai juste une impression que je donne, mais ma remarque, moi, je vais appeler pour moi une remarque, c'est à l'encontre des enseignants. C'est 2 enseignants qui m'accompagnent ici ce soir d'ailleurs. Je n'apprécie pas trop le fait que de plus en plus, les enseignants, surtout au niveau du primaire, filment nos enfants, surtout quand ils ont du mal à prononcer ou bien à appréhender quelque chose, ils le filment et puis ils le mettent sur les réseaux sociaux. En tant que député, franchement, chers amis enseignants, si vous regardez ça, je vais profiter pour vous demander pardon, ne le faites pas. Il faut protéger nos enfants. Bien. Merci beaucoup. Merci honorable, c'est bien l'objectif du carton rouge, améliorer les choses. C'est terminé pour le carton rouge. Merci Dr Daouda Ouattara, Arsène Anouma et Valentin Zawi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions. Docteur Honorable, pardon, vous restez sur ce plateau pour la dernière rubrique Sans détour, c'est maintenant. Bonsoir Christelle. Bonsoir Sidik. Honorable Kanigui, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes député depuis 2011. N'y a-t-il pas d'autres jeunes dans votre circonscription? Il y en a beaucoup. Alors, 2011, 2025. Ça ne vous inquiète pas de continuer à surfer sur les compétences de ces jeunes qui pourtant ambitionnent de présenter ou de montrer leur talent? Je peux répondre? Allez-y, allez-y. D'accord. Je pense que la Constitution ivoirienne ne limite pas le mandat législatif. Est-ce que vous êtes le seul compétent dans votre circonscription? Vous saviez que dans ce pays, des députés ont peut-être mon âge. Est-ce que vous êtes le seul à être compétent J'ai déjà répondu à cette question. Pour être candidat aux législatives dans votre circonscription? Madame, le poste de député, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de confiance des populations. Donc vous estimez que la population n'a seulement confiance qu'à vous dans cette circonscription? Ça se saura le 27 décembre. Non, vous y êtes depuis 2011. Le 27 décembre, vous y êtes depuis 2011. Madame. De 2011 à 2025, ce sont plus de 10 années qui se sont écoulées. Et au cours de ces 10 années, est-ce à dire qu'il n'y a personne en fait? Vous êtes le seul? Souhaitez-vous Non, nous ne souhaitons pas. Non. Nous souhaitons que vous puissiez quand même éclairer toute cette population qui vous regarde, qui vous écoute. La réponse que les populations me chargent de vous donner, c'est que tant qu'elles ont confiance en moi, je suis leur député. En clair, le jour où je ne serai pas... il n'y a personne dans votre circonscription, à part vous, auquel cette population pourrait avoir confiance. Mais en même temps, ça m'emmène à vous demander pourquoi, justement, aujourd'hui, vous pensez que cette population peut encore vous renouveler sa confiance, alors qu'à la moindre tempête politique, vous avez basculé de camp? Basculer, c'est-à-dire? Basculer, changer de camp. C'est-à-dire? Raci, RHDP, ça fait beaucoup de changements, monsieur le député. Mais est-ce que le racisme, ça c'est une affaire législative? Nous ne parlons pas forcément d'affaires législatives, mais nous parlons de partis qui impliquent ou qui impactent forcément votre candidature. Non, rien n'impacte ma candidature. En 2011, à la sortie de la crise, les populations m'ont sollicité pour être candidat. J'ai été candidat, j'ai été élu. En 2016, j'ai eu un différend, j'en ai parlé tout à l'heure. Je suis sorti et les populations m'ont demandé de me présenter. Vous êtes sûr que ce sont les populations qui vous ont demandé? Parce que sur votre liste, on voit clairement qu'il y a quand même 3 candidatures. Madame, vous n'allez pas Ça veut dire qu'il y a des personnes qui aussi souhaitent s'exprimer. Madame, le vote est le seul thermomètre qui permet de connaître si les populations sont d'accord ou pas. À moins que vous vouliez que dans le café que ce soit différent. Est-ce que quelque part, vous n'étiez pas rassuré du fait que c'est parce que si vous ne changiez pas de camp, si vous ne partez pas au RHDP, ce serait perdu pour vous en fait? Bon, si je ne partais pas au RHDP, ce serait perdu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai décidé de ne plus agir en dehors du RHDP. Et le président de la République et le RHDP en 2021 m'ont porté leur confiance que les populations ont acceptée. Alors, en 2023, laissez-moi terminer. Certaines réactions disent que le RHDP a très peu d'impact au niveau de votre région. Pourquoi? Qu'est-ce que vous répondez à ça?
est-ce que le RHDP a très peu d'impact chez nous? Certains analystes estiment que le RHDP a peu d'impact dans certaines régions du Poro, par exemple. Dans certaines régions comme laquelle? Par exemple, vous avez cité dans ce que vous avez baptisé mes premiers mots, vous sollicitez l'électricité, vous sollicitez le bitumage, vous sollicitez le financement de la jeunesse. Est-ce à dire que cette partie de votre circonscription a été oubliée par le parti au pouvoir? Je ne pense pas un seul moment durant le temps qu'on a passé ici que j'ai pu dire qu'on n'a pas l'électricité. Vous avez sollicité, vous prenez la source sur votre page, par exemple. Quand votre candidature est sortie, vous avez baptisé un texte, mes premiers mots. Et dans ce mot, vous faites une sorte de plaidoyer sur le financement des jeunes. Apparemment, vous n'avez pas bien lu mon texte, madame. Oh, que si. L'accès de Nafoum au bitume, l'extension électrique à Kanoroba, le bitumage de la voirie des sous-préfectures, le financement des jeunes, pour me limiter seulement à ces points. Montrez-moi une seule région de la Côte d'Ivoire où tout est achevé. Tout n'est pas achevé, mais qu'est-ce que vous, depuis 2011 à 2025, nous sommes en train de partir pour les législatives. De 2011 à 2025, si toute cette période, rien n'a été fait, qu'est-ce que vous pensez pouvoir encore apporter de nouveau en partant sous la bannière du RGP? Bon, moi, je ne vais pas changer votre opinion. Je ne pense pas que j'ai dit que rien n'a été fait. Ce n'est pas mon opinion, c'est la lecture de la situation politique. Apparemment, non, soit de la situation politique ou bien de mes textes, mais apparemment, vous ne comprenez pas très bien mes textes. Non, ce n'est pas moi qui ne comprends pas vos textes, malheureusement. Ce sont vos écrits que je mets sur la table et qu'ensemble on essaie d'apporter des précisions. Lisez-moi mon texte. Bon, mais bon, d'accord, si je me permets, là on nous fait savoir qu'il est déjà l'heure. Certainement, nous y reviendrons. On va quand même permettre à notre spectateur de comprendre ce texte rapidement. Allez-y, Christelle. D'accord, c'est marqué l'accès de Nafoum au bitume. Donc je vais faire des bullet points. L'extension électrique à Kanoroba, le bitumage de la voirie des sous-préfectures, le financement de la jeunesse. En fait, vous énumérez une sorte de plaidoyer. Quand on dit extension électrique, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, madame? Non, ça veut dire que l'électrification n'est pas suffisante pour toute la circonscription. Mais vous savez que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire... Nous ne sommes pas en train de parler de toutes les villes. Non. Nous sommes en train de parler de votre circonscription. Madame, c'est moi que vous êtes venu écouter. Ce n'est pas vous qu'on est venu écouter. Non, malheureusement... Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire... Nous sommes venus pour que les Ivoiriens écoutent ce que vous avez à dire. On a besoin de faire de l'extension. C'est de ça que je parle. Mais ça, extension ne veut pas dire que rien n'a été fait. Je suis en train de vous dire que non, nous ne lisons pas mal, nous disons simplement que si de 2011 à 2025, vous encore parlez d'extension, c'est que le résultat n'y est pas en fait. Prochainement, retenez que l'extension ne veut pas dire rien n'a été fait. Honorable Kalidi, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est bien l'objectif de cette rubrique, permettre aux invités de répondre aux questions. Dans cette rubrique, on n'a pas assez de temps pour pouvoir développer. Merci à vous d'avoir bien sûr assuré. Bon, merci Christelle Bédé. À chaque téléspectateur, on se donne rendez-vous lundi pour d'autres numéros d'Entre-deux News. Lundi, vous aurez une interview exclusive avec Guillaume Bateau. Il est candidat indépendant aux législatives du 27 décembre. On aura également un honorable de la région du Golfe qui sera sur ce plateau. 2 interviews à ne pas rater. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.